Bonjour, merci à Cynthia Duclos pour l'invitation, puis félicitations pour l'organisation de ce colloque sur un thème d'une grande actualité, d'une grande importance. Et c'est toujours un plaisir de revenir à Québec et à l'Université Laval où j'ai fait une partie de mes études. Et hier soir, j'ai profité d'être à Québec pour faire une petite balade incontournable dans le vieux Québec. M'est revenu en mémoire le film de Robert Lepage, Le Confessionnal, que vous avez peut-être déjà vu, sinon je vous invite à le visionner, un excellent film. Et dans ce film, il y a une phrase du narrateur qui m'est revenue à l'esprit. À Québec, le passé porte le présent sur ses épaules comme un enfant. Avec un peu de recul, cette réflexion résonne profondément avec les thèmes du colloque d'aujourd'hui et incluant avec le sujet qu'on m'a invité à aborder, à savoir les liens entre les grands objectifs de la réglementation du secteur des valeurs mobilières, du secteur financier et les changements climatiques. Depuis quelques années, la régulation financière se trouve au croisement de deux dynamiques majeures. D'une part, la recherche traditionnelle de stabilité, de protection et d'efficience des marchés. D'autre part, l'intégration progressive des impératifs liés à la lutte contre les changements climatiques et à la transition vers une économie durable. Ces dynamiques ne sont pas nécessairement antagonistes, c'est le propos que je tiendrai, mais elles s'inscrivent dans des temporalités et des rationalités parfois divergentes. Alors peut-être un pas de recul avant de parler spécifiquement des objectifs de la réglementation financière pour les situer dans le cadre législatif et réglementaire et surtout dans la mission de l'autorité, puisque l'autorité des marchés financiers doit poursuivre cette mission en regard de ses objectifs. Donc, rappelez d'abord que la mission de l'autorité est vaste. On en décline 5 principales dans la loi sur l'encadrement du secteur financier. Assistance et protection des consommateurs, respect des normes de solvabilité, donc des dimensions prudentielles, encadrement de la distribution des produits financiers, supervision des marchés de valeurs et des dérivés et mise en œuvre de programmes d'indemnisation. Ces fonctions sont guidées par les objectifs généraux, toujours de la loi sur l'encadrement du secteur financier, qui visent à favoriser la confiance du public, promouvoir la qualité et la concurrence des produits et services financiers, assurer un cadre réglementaire efficace, garantir une information fiable et protéger les consommateurs contre les pratiques déloyales. Du côté de la loi sur les valeurs mobilières, on est un peu plus ciblé et on vient identifier deux grands objectifs qui croisent ceux que je viens d'énumérer, assurer la protection des investisseurs et favoriser le bon fonctionnement du marché. Et si on ajoutait la loi sur les instruments dérivés, bien à ce moment-là, on retrouverait un objectif explicite de contrôle du risque systémique, donc de stabilité financière. Je vais m'arrêter davantage aux deux objectifs classiques historiques du droit des valeurs mobilières, à savoir la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché, d'abord pour les présenter, puis ensuite pour faire ressortir les liens qui existent avec le thème d'aujourd'hui, à savoir la lutte contre les changements climatiques. Donc, d'abord, la protection des investisseurs, qui est l'objectif historique du droit des valeurs mobilières, loi sur les valeurs mobilières qui sont apparues au début du 20e siècle aux États-Unis et qui ont été désignées au niveau étatique comme étant des lois Blue Sky. Ce nom évocateur, encore plus évocateur peut-être lorsqu'on parle de changement climatique, c'est les lois ciel bleu, faisait référence à des pratiques frauduleuses où l'on vendait littéralement des portions de ciel bleu à des investisseurs vulnérables, sans substance réelle, bien sûr, derrière les titres offerts, donc une manœuvre grossièrement frauduleuse qu'on a cherché à combattre avec ces lois dites Blue Sky. Ces lois incarnaient toutefois une approche interventionniste, d'aucuns diraient paternaliste, puisque c'était l'État qui se substituait en grande partie au jugement des investisseurs en évaluant ex ante la qualité des titres avant qu'ils soient offerts au public. Dans la foulée du crash de 1929, ce modèle a été remis en cause, son efficacité remise en question.
et on lui a substitué au niveau fédéral aux États-Unis un modèle fondé sur la transparence qui caractérise maintenant le modèle, bien sûr, états-unien, mais canadien, puisque les provinces ont emboîté le pas à cette approche par la suite. Donc, un modèle fondé sur la transparence où, essentiellement, on met de l'avant des régimes de divulgation obligatoire d'informations que l'on souhaite complètes, véridiques, à jour, et qui permettent aux investisseurs de prendre des décisions éclairées. Il revient donc aux investisseurs de prendre les décisions et on les équipe en conséquence avec un soutien de sanctions administratives, civiles et pénales pour la communication d'informations fausses ou trompeuses. Au centre de ce modèle fondé sur la transparence se trouve une notion clé, à savoir celle de fait important sur laquelle je reviendrai dans un instant. Deuxième grand objectif, le bon fonctionnement du marché qui, dans les faits, est essentiellement un objectif économique que l'on traduit d'ailleurs dans la version anglaise de la loi québécoise par l'efficience, efficiency. Donc, ce que l'on poursuit comme objectif ici, c'est une efficience dans la répartition des capitaux, à savoir faire en sorte que les capitaux des investisseurs soient dirigés aux entreprises aux meilleures conditions possibles en regard de leurs risques et de leur rendement potentiel. Et ce faisant, bien, les effets bénéfiques se font ressentir dans l'économie réelle. Les bonnes entreprises ont leur financement au meilleur coût. Le coût du capital est réduit pour les bonnes entreprises et plus élevé pour les entreprises qui sont plus à risque ou moins attrayantes. Cette efficience de répartition, elle nécessite deux types d'efficience pour qu'on puisse l'atteindre ou à tout le moins la poursuivre. Une efficience informationnelle, donc faire en sorte que, à nouveau, les investisseurs aient en leur possession une information complète, véridique, à jour, de manière justement à pouvoir évaluer les entreprises, les valoriser et ainsi donc faire la canalisation des investissements vers celles qui sont les plus méritantes. Mais en plus de l'efficience informationnelle, il y a aussi nécessité qu'on retrouve une efficience opérationnelle sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est essentiellement axée sur les coûts de transaction, les coûts d'utiliser le marché, qui comportent différentes facettes, mais qui incluent également les coûts de la réglementation. Maintenant, quels sont les liens entre les objectifs que je viens de présenter sommairement et les changements climatiques? Un point de convergence que vous avez vu, je crois, dessiné entre les deux objectifs consiste en le rôle névralgique de l'information. Et ce rôle névralgique, il est cristallisé par la notion de fait important, notion que l'on définit dans la loi, que la jurisprudence de notre Cour suprême, adossée sur la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, est venue également définir avec deux approches, une approche fondée sur l'investisseur raisonnable. Donc, un fait important, c'est un fait pour lequel il existe une probabilité marquée que l'investisseur raisonnable aurait tenu compte de celui-ci dans le cadre de son analyse s'il lui avait été communiqué, donc l'impact sur la décision d'un investisseur raisonnable. Et cet investisseur raisonnable, c'est un investisseur réfléchi et rationnel selon la jurisprudence. On pourrait débattre du qualificatif de rationnel, qui, sans être un professionnel du marché, possède des connaissances suffisantes sur les produits et les marchés financiers. L'approche retenue par notre loi sur les valeurs mobilières pour définir l'importance, c'est axé sur l'impact d'un point de vue financier. Donc, un fait important, c'est un fait dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres. La jurisprudence canadienne tend à considérer que les deux critères convergent vers la même direction en termes d'importance. Maintenant, quel lien, me direz-vous, avec les changements climatiques? Je crois que le lien peut être effectué par l'entremise du Task Force on Climate-Related Disclosures qui avait proposé donc un modèle pour encadrer la divulgation d'informations climatiques. Sans le présenter en détail, je mets surtout en exergue une dimension centrale de ce modèle, les risques associés au changement climatique, les occasions, on parle parfois d'opportunités présentées par les changements climatiques,
se traduisent inévitablement dans le bilan des entreprises. Et dès lors, puisque ça finit dans le bilan des entreprises, bien, il y a une pertinence pour les investisseurs au sens large, j'inclus les créanciers, les banques et les marchés financiers de manière plus générale. Autrement dit, les conséquences des changements climatiques, positives, négatives, peuvent constituer pour les émetteurs des faits importants. Et pensons-y, les événements climatiques extrêmes, tout à l'heure, notre première conférencière y faisait allusion, les politiques de transition énergétique, les évolutions réglementaires, les préférences des consommateurs modifient la rentabilité des entreprises pour le bien et pour le pire, selon l'industrie où on sera, mais il y aura des conséquences. Et ces facteurs, donc, influencent les flux financiers, les coûts d'assurance, les chaînes d'approvisionnement, les modèles d'affaires, à nouveau positivement ou négativement. Ces facteurs sont et devraient être pertinents pour les investisseurs et leur prise en compte devient donc essentielle pour assurer une allocation optimale des ressources financières. Et bien sûr, sous l'angle de la protection des investisseurs, la même logique s'impose. Si on souhaite que les investisseurs soient protégés, bien, on souhaitera qu'ils aient accès à un périmètre informationnel beaucoup plus large qui inclut les questions liées au changement climatique, de manière à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et surtout ne pas être victimes de fraude ou d'autres impropriétés. De fait, lorsqu'on consulte les avis publiés au fil des années par les régulateurs en valeurs mobilières, on constate que les investisseurs ont formulé à plusieurs reprises des demandes pour que davantage d'informations climatiques soient communiquées par les émetteurs, et ce, tant d'investisseurs de détail que d'investisseurs institutionnels. Il y a quelques années, en 2022, l'AMF, d'ailleurs, dans son sommaire des activités de surveillance et de réglementation, avait souligné que les questions climatiques étaient captées par un bon nombre d'obligations de divulgation technique prévues par la réglementation en valeurs mobilières, mais au-delà de cela, reconnaissait bien que l'importance était effectivement assez large comme notion pour capter la notion, les enjeux climatiques. La fin approche. Jusqu'à présent, j'ai présenté ce qui pourrait être qualifié d'une approche pragmatique, au sens où on peut puiser dans les objectifs existants un fondement pour de la divulgation climatique. Une approche pragmatique où on peut se dire, bien au fond, tout va bien parce que les instruments à valeur mobilière, la notion d'importance, captent les enjeux climatiques. Et si on travaille fort et qu'on prend des instruments techniques, des obligations d'information continue des émetteurs, on va trouver des points d'ancrage pour faire remonter de l'information climatique. Mais cette approche, elle est insuffisante, à mon sens, pour répondre aux défis systémiques qui sont posés par les changements climatiques. Et une approche structurée et harmonisée en matière de divulgation climatique pour le secteur financier s'impose. Et ce, d'autant plus que lorsqu'on regarde le paysage normatif au Canada, les régulateurs prudentiels, le Bureau du surintendant des institutions financières, l'AMF dans sa fonction prudentielle, ont déjà adopté des lignes directrices relatives à la gestion des risques climatiques qui comportent des aspects de communication d'information. Et à cet égard, dans toutes les discussions relatives à la divulgation climatique dans le secteur des valeurs mobilières, il faut regretter que les parties prenantes qui ont fait pencher la balance en faveur du statu quo, donc de la mise sur pause du projet de règlement 5107 qui aurait fourni un cadre de divulgation étoffé pour les changements climatiques, inspiré notamment du cadre du TCFD. Donc, il faut déplorer que les parties prenantes qui ont fait pencher la balance en faveur de l'inaction aient placé l'accent sur les coûts de l'action, les coûts qui seraient associés à ce nouveau régime réglementaire, et ça en occultant les coûts de l'inaction. En effet, il y a un paradoxe qui mérite d'être souligné. Plusieurs ont avancé que ce projet de règlement risquait d'imposer des coûts importants à la mise en œuvre, mais l'ironie ou le paradoxe est le suivant. En l'absence de normalisation réglementaire, nous nous retrouvons, si on se place du point de vue des émetteurs ou des investisseurs, avec une mosaïque de cadres de référence
non reconnus officiellement et peu ou pas soumis à une supervision. Cette fragmentation engendre une incertitude normative qui, loin de réduire les coûts, les accroît tant pour les émetteurs que pour les participants au marché, parce qu'on ne sait pas quel cadre prendre. Et si on est un investisseur, bien, on doit encourir des coûts pour essayer de comparer les émetteurs et comprendre quelles sont leurs stratégies de mitigation des changements climatiques. Et cette fragmentation de surcroît alimente le spectre du greenwashing, de l'éco-blanchiment, puisque nous nous retrouvons avec des normes de divulgation qui se révèlent ex post au gré des décisions judiciaires ou administratives. Ce flou réglementaire est paradoxalement générateur de coûts. Coûts de transaction, coûts de conformité, coûts juridiques, et on ne se retrouve pas avec une meilleure qualité de l'information. En fait, probablement que la qualité de l'information climatique en souffre. Alors, je vous laisse avec ce constat que je crois que nos objectifs du droit des valeurs mobilières sont adéquats, certes, pour rendre compte des enjeux liés au changement climatique. En revanche, il faut les traduire dans des instruments réglementaires plus ciblés, harmonisés à l'échelle pan-canadienne, de manière justement à permettre aux émetteurs ou aux investisseurs de communiquer de l'information sur les changements climatiques de manière structurée, intelligible, compréhensible et utile, et ainsi, bien, revenant au point de départ, faire en sorte que les investisseurs soient protégés, mais aussi que les marchés de capitaux jouent leur rôle, à savoir placer un prix sur l'action et l'inaction climatique. Merci.